médecin, chercheuse en sciences cognitives, et je vais vous proposer de participer à une expérience de sciences cognitives. Vous allez regarder une vidéo sur laquelle 2 équipes jouent au basket, et il va falloir que vous comptiez les passes des joueurs en blanc. Concentrez-vous bien parce qu'il ne faut pas vous tromper. Retenez bien le nombre de passes. Maintenant, vous allez regarder la même vidéo, mais sans compter. Qu'est-ce qui s'est passé? Un certain nombre d'entre vous se sont focalisés sur le décompte des passes et n'ont pas vu le gorille qui était pourtant en plein milieu de l'écran. Cette expérience démontre que notre cerveau n'est pas conçu pour faire 2 tâches en même temps si chacune requiert de l'attention. Il n'en fait qu'une. C'est une contrainte biologique de notre fonctionnement cérébral. Elle est invisible, on en a rarement conscience, et pourtant, elle envahit toute notre vie quotidienne. Imaginez un enfant de 6e qui a des difficultés à sortir ses affaires de son cartable. Il le fait plus lentement que les autres. L'enseignant, puisque tous les autres élèves sont prêts, débute son cours et donne les premières consignes. Quand l'enfant relève la tête, il n'a aucune idée de ce qu'il est censé faire. Dans la majeure partie des cas, on va lui renvoyer « Décidément, tu n'écoutes jamais rien ». Alors qu'en réalité, il n'a pas entendu la consigne, au même titre que vous n'avez pas vu le gorille. Cette limite de notre fonctionnement cérébral, elle a une conséquence majeure sur les apprentissages dont il faut avoir conscience. On ne peut pas apprendre en situation de double tâche cognitive. Typiquement, un élève qui lutte pour déchiffrer les mots en lisant un texte ne peut pas en comprendre le sens. Un enfant qui peine pour tracer chacune des lettres ne peut pas faire une rédaction en écrivant à la main. C'est pour cela qu'un des objectifs majeurs de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, c'est que les enfants automatisent ces tâches. Le but, c'est que l'enfant ne soit plus obligé de prêter attention au déchiffrage des mots quand il lit et au traçage des lettres quand il écrit. Alors, qu'est-ce qui se passe quand un enfant ne peut pas automatiser une de ces tâches? Par exemple, l'écriture. C'est le cas des enfants dyspraxiques. La dyspraxie, c'est un mot que la plupart d'entre vous n'ont jamais entendu, et pourtant, c'est aussi fréquent que la dyslexie. Ça touche 5% des enfants de 6 à 11 ans. Les enfants dyspraxiques, ils sont obligés de contrôler chacun de leurs gestes, et parfois même les mouvements de leurs yeux lorsqu'ils lisent. Ça veut dire qu'ils sont en situation de double tâche cognitive quasiment toute la journée. Et c'est particulièrement vrai à l'école, puisqu'à l'école d'aujourd'hui, les enfants, en moyenne, passent 2/3 de leur temps à écrire. Prenons la situation de la dictée. Si l'enfant dyspraxique doit porter toute son attention sur le traçage des lettres, il ne peut pas entendre en même temps le texte de la dictée. Alors, il va partager son attention. Un petit peu d'attention sur le traçage des lettres, un petit peu d'attention sur l'écoute du texte de la dictée. Eh bien, voyons comment vous réagissez quand je vous contrains à partager vos ressources cognitives entre 2 tâches. Je vais vous présenter des chiffres, vous allez les lire dans votre tête et vous allez essayer de les retenir. On y va. Maintenant,
on va faire la même tâche, mais en même temps, vous allez dire blablabla. Allez-y, faites blablabla. Vous avez remarqué que dans la deuxième condition, c'est beaucoup plus difficile de retenir les chiffres. Qu'est-ce qui se passe? Une partie de vos ressources cognitives a été accaparée par le blablabla, et donc vous n'avez plus suffisamment de ressources pour retenir tous les chiffres. C'est la même chose pour l'enfant dyspraxique qui fait sa dictée. Une partie de ses ressources sont accaparées par le traçage des lettres et il n'a plus suffisamment d'attention pour faire attention à l'orthographe. Alors, on en déduit, il a un problème avec l'orthographe. Alors même que quand on lui demande d'épeler les mots à l'oral, il ne fait pas de faute. Ça, c'est vrai pour tous les enfants. Un enfant qui écrit faux, mais qui épelle juste, n'a aucun problème d'orthographe. Il est en situation de double tâche cognitive quand il écrit. Alors, comment va-t-on faire pour que ces enfants dyspraxiques puissent apprendre à l'école? Qu'est-ce qu'on va faire pour qu'ils puissent être évalués sur la base de leurs compétences scolaires et non pas en fonction de leur déficit moteur? On pourrait se dire, on va les entraîner. Ils vont écrire pendant plusieurs heures tous les jours. À la fin, ils finiront bien par écrire comme tout le monde. Est-ce qu'on le fait pour les myopes? Est-ce qu'un seul d'entre vous s'est déjà dit « Je vais retirer les lunettes de cet enfant, il va s'entraîner à regarder, et à la fin, il finira bien par voir comme tout le monde ». Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Parce que ça ne marche pas. À la fin, il est toujours myope. C'est pareil pour les enfants dyspraxiques. Il n'y a aucune étude scientifique qui montre qu'en entraînant de façon intensive les enfants dyspraxiques à l'écriture manuscrite, on leur permet de ne plus être en situation de double tâche quand ils écrivent. Alors, pour eux aussi, il va falloir trouver des lunettes. Il va falloir construire des outils qui vont leur permettre de développer tout leur potentiel scolaire sans être gênés par leurs difficultés motrices. C'est la mission que s'est donnée le Cartable Fantastique. La démarche de l'association consiste à partir des besoins des enfants et à croiser le regard de chercheurs et d'enseignants pour trouver des solutions qui permettront à ces enfants d'apprendre, de travailler, d'être évalués sans passer par l'écriture manuscrite. Évidemment, en 2015, ces solutions vont passer par le numérique. Donc, on va prendre les exercices qui sont proposés en classe à tous les élèves, et puis on va les transformer en exercices numériques pour que l'enfant dyspraxique puisse répondre en cliquant ou en tapant au clavier. Quand on fait ça, notre constat, c'est que des enfants qui étaient submergés par leurs difficultés d'écriture reprennent confiance en leurs capacités. On les voit se rallumer. Enfin, ils vont pouvoir montrer ce dont ils sont capables. Il ne s'agit pas de nier leurs difficultés, il s'agit de leur dire « C'est vrai, tu as des difficultés avec tes mains. Elles ne font pas du tout ce que tu voudrais qu'elles fassent, mais cela ne te définit pas. » En acceptant de prendre en compte ce qui est au fond uniquement un problème d'outils, ne pas pouvoir écrire avec un crayon, on leur donne toutes les ressources pour pouvoir acquérir, comprendre, manipuler les concepts qu'on cherche à leur enseigner. Les enfants dyspraxiques m'ont appris beaucoup de choses. Ils m'ont fait prendre conscience du courage des enfants et des efforts qu'ils sont capables de déployer. Ils m'ont montré qu'un enfant en situation de handicap peut être un élève compétent et même, parfois, un excellent élève. Ils m'ont fait m'interroger sur cette norme à laquelle on demande à tous les enfants de se conformer et qui, pour un certain nombre d'entre eux, les gêne et les empêche de se construire en tant que futurs adultes responsables et autonomes.
Grâce à eux, j'ai changé ma façon de faire avec mes filles. Lorsque l'une d'entre elles ne fait pas ce que je lui demande de faire, avant de m'énerver et de me dire « elle ne veut pas le faire », je commence par me demander « est-ce qu'elle peut le faire ?» On peut tous changer notre comportement vis-à-vis des enfants. Quand un enfant ne fait pas ce que vous voudriez qu'il fasse, cherchez la situation de double tâche cognitive. Cherchez-la avec lui et une fois que vous l'avez trouvée, ensemble, cherchez les solutions pour la contourner pour qu'enfin il ait une chance de pouvoir faire ce que vous lui demandez.